Eh bien, tout d'abord, bonjour, merci de me retrouver sur cette première vidéo que j'aimerais vous présenter avec Karim Regad. Alors, on va savoir bien sûr qui il est. Nous sommes ici au-dessus de Grenoble, à Saint-Nizier. Bonjour Karim. Bonjour Pierre. Sur la question qui touche le conflit familial, je vais donc te poser un certain nombre de questions. Mais juste avant, est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et voilà, quelles ont été un petit peu tes grandes interventions dans le domaine de la gestion de conflits. Bon, puisque tu m'invites à parler du sujet du conflit, je me présente là en tant que thérapeute familial, donc formé à la thérapie familiale systémique. Et puis, mes sujets de prédilection, c'est la gestion des conflits et du stress. Et là, j'ai l'occasion de travailler en termes de formation ou d'intervention avec différents professionnels qui sont confrontés à des situations de conflit, justement. Alors Karim, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on se connaît parce que ça fait plus de 30 ans qu'on a fait des choses. D'ailleurs, tu m'as beaucoup apporté dans le cadre, je dirais, des outils complémentaires aux arts martiaux, que ce soit au niveau de la bioénergie, au niveau du travail sur le corps. Tu m'as aussi beaucoup apporté dans le cadre des formations à l'animation de groupe. J'ai pu constater les qualités que tu avais dans le cadre de ce type d'enseignement. Et j'ai pu aussi observer à travers les nombreux spectacles que tu as développés, notamment avec des jeunes dans les quartiers. D'ailleurs, on est même intervenu à IFIP Conseil pour des jeunes en difficulté. Je sais que tu es aussi intervenu dans le domaine des prisons. Et tout ça, évidemment, tu vas nous en parler. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, toi, tu es thérapeute, tu utilises la Gestalt thérapie. Est-ce que tu voudrais déjà nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que ce terme et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en quelques mots, ce n'est pas très évident d'expliquer ce qu'est la gestalt thérapie, hein. Pour faire très court, en termes de thérapie, une gestalt, c'est une situation dans sa vie personnelle qui n'est pas réglée, qui n'est pas achevée, hein, et le travail thérapeutique consiste à mettre à jour ces gestaltes qui sont inachevées. Et l'approche gestaltiste est une approche dynamique qui met en jeu le corps, les émotions, le mental de manière active et où le thérapeute n'est pas en position passive mais en interaction avec la personne qui l'accompagne. Et la gestalt thérapie mobilise une grande créativité aussi bien chez la personne qui suit cette méthode que chez le thérapeute. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on a vécu des situations un petit peu difficiles ou non inachevées dans l'enfance, probablement que ces choses-là, on a tendance à les répéter toute la vie. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à la fois on se retrouve dans les mêmes mécanismes, des mécanismes répétitifs, voire on n'arrive pas à aller plus loin, et peut-être que ça nous limite aussi à notre évolution. Voilà, si on met le temps en perspective, des gestaltes inachevées peuvent remonter jusqu'à une période très précoce de l'enfance, mais ça peut être aussi des situations récentes, hein. Ce sont des deuils, des séparations, des traumatismes. Tout cela correspond à des situations inachevées et l'espace thérapeutique, la gestalt thérapie par exemple, est un des moyens pour permettre de boucler, de réaliser ces situations inachevées et s'en libérer pour du mieux-être, une meilleure conscience de soi et une meilleure mobilisation de ses ressources. Alors, sur les questions qui sont posées par nos auditeurs, j'ai donc identifié un certain nombre de questions. Et on va voir dans quelle mesure tu peux nous apporter à la fois des réponses et puis aussi peut-être des solutions, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Autour de la question du conflit familial, en tant que coach, thérapeute, accompagnateur, comment aujourd'hui tu abordes ces questions et quelles sont globalement un petit peu les choses que tu proposes? C'est une question qui est très large, hein. L'abord, c'est une approche systémique, gestaltiste et systémique dans laquelle je suis, même si ces termes ne sont pas dans l'utilisation usuelle au quotidien. Donc ça veut dire que c'est une approche, le conflit c'est un symptôme et c'est le signe d'un dysfonctionnement dans le système qui est concerné. Ouais, donc il s'agit de dégager l'espace de parole approprié, des conditions de sécurité suffisantes et le mode d'accompagnement qui va permettre de mettre à jour les malentendus, les façons de construire la réalité différente qui conduisent à cette situation de conflit. Tu as parlé d'approche systémique. La systémie, c'est la relation entre le mental, l'émotionnel et le physique. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur ce terme?
Alors là, la systémique, c'est vraiment un mode de pensée scientifique développé particulièrement à partir de deuxième partie du XXe siècle, qui se différencie du mode analytique cartésien habituel qui prévoit en science, c'est-à-dire qu'à un effet, il y a une cause, pour faire très court. L'approche systémique, c'est à un effet, il peut y avoir des causes multiples. Et quand on travaille avec une famille, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est de la famille qui est posé comme malade, en systémique, on ne l'appelle pas le malade ou le patient, on l'appelle le patient désigné. C'est-à-dire qu'on ne se polarise pas sur cette personne-là, mais on le considère comme un symptôme de quelque chose dans la famille qui fait que nous nous retrouvons dans cette situation. Et la systémique va prendre en compte l'ensemble du système, l'ensemble des individus en interaction pour mettre à jour les lois, les règles, les modes de fonctionnement qui font que le système se trouve avec cette production d'un mal-être, d'un trouble de comportement ou d'une pathologie. Et il s'agit d'amener le système à changer, l'amener à mobiliser ses ressources créatives pour changer. Ce qui veut dire que dans toute forme d'accompagnement, il est important de ne pas prendre simplement ce qui se joue au niveau individuel et collectif, mais aussi tout l'ensemble autour. Voilà, c'est vraiment l'approche systémique prend en compte non seulement le système familial par exemple, mais on va pouvoir avoir à prendre en compte des institutions qui sont impliquées, concernées par l'accompagnement de la famille, donc différentes instances, ça peut être la famille, le service social, le service médical, etc. Donc c'est quelque chose d'assez élaboré qui demande un travail très spécifique pour un accompagnement optimum. Alors, par rapport à ceux qui nous écoutent, peut-être que la première question qui pourrait être posée comme ça, c'est comment on peut aujourd'hui éviter le conflit familial. Alors, éviter le conflit, c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'il explose un jour à la figure de manière encore plus intense. Donc, il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais il s'agit de l'anticiper dans toute la mesure du possible. Très souvent, nous sommes dans l'évitement justement du conflit. Donc du coup, nous nous retrouvons dans des non-dits, dans des modes de comportement qui font que les tensions s'accumulent et à un moment donné, ça devient explosif. Et là, il s'agit pour les membres de la famille, notamment les adultes, dans l'idéal, d'être en capacité s'il y a un moment de tension, de conflit, de l'accueillir, de la gérer, de développer une attitude qui soit dans le respect de soi et de l'autre, et des modes d'écoute qui vont aider à la résolution du conflit. Et en général, quand on arrive à un stade avancé ou aigu du conflit, il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute et ce sont que ce qu'on appelle des processus d'escalade symétrique et de tension qui n'amènent que de la souffrance et de l'explosion. Donc c'est vrai qu'on retrouve en fait des besoins non satisfaits dans lesquels on s'adapte, on se suradapte et puis tout d'un coup on passe dans l'agitation et là c'est déjà plus facile, en tout cas plus possible, et bien peut-être de revenir en arrière. Enfin, il y a des possibilités, tu vas nous en parler, mais très souvent c'est là où tout d'un coup ça explose parce que on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris, voire on n'a pas osé dire ce qui était important pour soi et à un moment donné on est obligé de réagir. Et face à ça, en tant que coach, thérapeute, accompagnateur, est-ce que ce sont des questions que tu as abordées et si oui, dans quel domaine? De quelle question? Eh ben, justement, la situation de conflit vécue par des personnes qui ont été dans l'incapacité de gérer une situation ou qui sont vécues beaucoup plus de situations, on va dire, dites négatives, hein, qui ont été peu dans la reconnaissance d'eux-mêmes, dans la considération de là où ils en étaient dans leur vie, et d'eux-mêmes, et du coup qui sont à travers les différents milieux que tu as pu croiser, que ça peut être les jeunes dans les quartiers, que ça peut être les personnes dans les prisons, ou que ça peut être dans d'autres domaines. Est-ce que toi tu as rencontré ce type de personnes? Bon, donc là, restons centrés sur la famille. Hein, c'est très très vaste si on élargit à d'autres secteurs sociaux. Là, quand il y a conflit,
soit les gens sont en capacité de gérer cela, hein, d'avoir la capacité à suffisamment s'entendre, à nommer les choses pour pouvoir les dépasser, soit il y a un tiers extérieur, un ami ou un membre de la famille, ou un tiers extérieur professionnel, ça va être un médiateur ou un thérapeute, qui vont permettre que la parole puisse circuler autrement, que l'écoute mutuelle puisse être mise en place, et à partir de là, la clarification de la situation puisse s'opérer, et c'est ce qui va permettre que nous puissions passer à une autre réalité et que le conflit trouve sa résolution. Ce qui veut dire finalement créer un climat familial, relationnel, et peut-être se donner des indications qui permettent de ressentir à quel moment il est important de dire ou de ne, ou en tout cas de poser la question. Tiens, ben là, ça commence à plus être possible pour moi. C'est des choses que tu as déjà proposé, ça? Ce que tu évoques là, ça me rappelle dans la relation familiale ou interpersonnelle d'une manière générale, c'est le problème des non-dits. Hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas, j'encaisse, je dis rien. C'est le problème aussi de l'écoute suffisante de soi et de la conscience du contexte de la situation qui font que je vais être en mesure d'entendre qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas et jusqu'où je vais être en mesure de poser ma parole, de dire là j'ai besoin que les choses soient clarifiées ou j'ai besoin que ça se passe autrement. Et ça, dans l'espace de la médiation ou dans l'espace de la thérapie familiale, de manière implicite, tous les personnes qui sont impliquées dans cet accompagnement vont apprendre des modes d'écoute, de présence à soi et à l'autre qui vont pouvoir être aidantes pour la suite et mieux aider à gérer les situations de conflit. Est-ce que toi, dans les activités que tu as longtemps menées, tu as déjà fait du travail pour des couples? Oui, oui, oui. Mon métier, mon expérience, là, non, ça commence à être dans la bonne quarantaine d'années d'expérience. Donc, oui, j'ai accompagné des couples, des familles, des groupes divers, des problématiques de relations avec les enfants, avec les ados. Donc, oui, j'ai une expérience assez large et assez riche. Est-ce que tu as comme ça des souvenirs un petit peu de cas particuliers avec des approches spécifiques que tu as amenées et qui ont vraiment montré des différences après? Comme ça, là, tout de suite à froid, pour en parler, il faut être plus rigoureux. J'ai besoin de prendre le temps d'avoir la situation et de la développer de manière intéressante, quoi. Sinon, là, c'est... Mais finalement, est-ce que pour chaque cas c'est très différent ou est-ce que finalement il y a quand même des outils qu'on retrouve, une méthodologie? Par exemple, tu as dit déjà prendre en compte ce qui est important pour soi, prendre peut-être en compte l'écoute de l'autre dans sa différence, et puis apprendre à poser les choses. Est-ce que finalement il n'y a pas une base qui permettrait, je dirais, globalement, d'éviter, ou en tout cas de garder une bonne harmonie dans la relation? Alors, dans la mesure où nous ne sommes pas dans des situations de psychopathologie, hein, c'est-à-dire que des personnes impliquées sont dans un décalage trop important par rapport à la réalité et dans une incapacité au moins momentanée à prendre conscience de cela, d'une manière générale, dans la mesure où il y a une véritable intention, une bonne intention d'avancer dans la situation, il y a des principes fondamentaux qui, mis en jeu dans le cadre de la médiation, dans le cadre de la thérapie familiale ou dans le cadre d'une formation, vont pouvoir permettre d'aider à ce qu'on coévolue ensemble vers une transformation de la situation de conflit en quelque chose qui peut devenir même une ressource appréciable, une source d'enseignement très précieuse pour la suite. Alors souvent dans le conflit familial, il y a aussi la place des enfants. Les enfants qui sont pris des fois entre l'étau familial et l'étau de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'école. Toi, tu as accompagné des jeunes qui étaient, je dirais, dans des difficultés relationnelles parentales, mais aussi dans l'éducation nationale.
Je sais que tu as œuvré sur beaucoup de choses pour les aider à s'autodévelopper individuellement dans le cadre des approches plutôt artistiques. Est-ce que tu peux nous apporter un éclairage là-dessus? Oui, effectivement, ben, comme tu le sais, à travers des créations de spectacles, des grands spectacles de comédie musicale, et par la mise en place de dispositifs dans l'éducation nationale, j'ai eu l'occasion d'accompagner des groupes de jeunes et individuellement des enfants, des élèves qui posaient de sérieux troubles de comportement. Et là, le travail, c'est d'arriver à considérer non pas l'enfant dans son comportement, considérer que son comportement est la personne. Et il s'agit d'amener l'enfant petit à petit à connecter ses ressources positives, connecter sa capacité à devenir responsable lui-même, connecter sa capacité à mettre en perspective la réalité, c'est-à-dire prendre conscience de l'évolution, de la conséquence de ses actes et de l'amener progressivement au désir de changer, à l'envie de changer. Et à partir du moment où il y a ce désir, cette envie de changer, d'évoluer, eh bien, il y a la mise en place aussi de moyens, de ressources qui vont être précieuses pour l'aider à évoluer, à changer. Et là, effectivement, j'ai le plaisir d'avoir pu accompagner nombre de jeunes d'une situation très difficile à quelque chose de beaucoup plus épanoui et plus libre et plus responsable. Alors effectivement, j'ai eu le plaisir d'intervenir dans quelques-uns de tes spectacles et j'ai vu des jeunes qui sont arrivés jeunes et qui ont fini même artistes, en tout cas qui aujourd'hui sont même presque connus, en tout cas arrivent à vivre de leur art. Je trouve ça évidemment très remarquable. Est-ce que là-dedans, finalement, il n'y a pas une reconstruction de l'identité de l'enfant en dehors du terrain familial, qui est des fois pas toujours évident, et celui de l'école? Et est-ce que finalement, c'est pas cette identité-là qui va permettre cette reconstruction au niveau de l'enfant? Alors bon, c'est un sujet qui est très vaste. L'enfant dans cet espace qui n'est ni l'école ou le collège ou l'éducation nationale et ni la famille, dans cet espace, ben, il va connecter des possibles, des modes d'être possibles auxquels il va s'identifier. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il va avoir un regard nouveau qui va être porté sur lui et par les gens de l'éducation nationale qu'il découvre avec d'autres possibles de manière positive. Les parents, la famille vont le découvrir de manière positive. Les camarades avec qui il travaille, les adultes avec qui il travaille, qui amènent sur lui un regard positif quand il est en spectacle et qu'il y a une salle comble et qu'il y a une standing ovation et que ça applaudit, eh bien, il se trouve gratifié. Et là, en termes d'identification, eh bien, il ne peut s'identifier qu'à des choses qui sont très positives et qui vont être très porteuses pour la suite dans son évolution. Et donc j'ai le plaisir et la chance maintenant de croiser effectivement des adultes qui ne sont pas forcément tous devenus des artistes, mais qui évoluent dans la vie, dans différentes champs professionnels et avec qui il demeure un lien très fort, quoi. Alors justement, par rapport à l'autorité de l'enfant, notamment dans des familles où les parents ne sont plus là, où l'enfant qui a 13-14 ans n'arrive plus à être sous l'autorité de la mère, par exemple, ou vice-versa, et du coup ça crée des gros problèmes de communication. Par rapport à cette question, qu'est-ce que toi tu pourrais proposer à ceux qui nous écoutent et qui peut-être traversent ce type de problématique? Pour les personnes qui rencontrent des grosses difficultés avec leur enfant ou leurs enfants, moi, ma suggestion, c'est d'aller voir un professionnel en mesure de vraiment les aider, un professionnel véritablement formé et compétent, bien sûr. Sinon, il y a un souci au niveau de l'autorité, ça c'est clair, surtout quand on est parent isolé, souvent c'est les femmes, et très jeune, très tôt, par exemple, le garçon se retrouve à prendre la place du père, hein. Plus une dynamique fusionnelle qui tente à se mettre en place.
qui fait que les limites des uns et des autres, et la question du cadre se pose clairement. La maman doit à la fois incarner son rôle de mère et incarner la loi, c'est-à-dire le père absent, hein. Et c'est pas du tout chose évidente. Euh, donc là, c'est souvent, ben, moi, en tout cas, j'ai eu régulièrement à le faire, à accompagner des mamans qui se retrouvaient dépassées, hein, face à leur enfant, dès l'âge de 8 ans ou adolescente. Et là, ben, il s'agit de pouvoir poser les limites, être en capacité de poser les limites, et en tant que femme, poser aussi la loi. C'est possible, c'est un vrai travail sur soi et un entraînement pour cela, quoi. Un travail qui se fait autant chez le parent que chez l'enfant. Le rôle de l'enfant, pour ce qui me concerne, c'est de mettre à l'épreuve le cadre. Pour moi, c'est une il évolue comme cela. Il a besoin de sentir qu'il y a un cadre et un cadre qui tient la route. Alors, une partie du temps, ben, c'est la mise à l'épreuve du cadre. Déjà tout enfant, et ensuite à l'adolescence, il revisite cela. Hein, il a des repères d'identification qu'il visite et il vérifie si le cadre et la loi sont vraiment là. Et s'il n'est pas là, ben, ça part dans tous les sens, hein. Les jeunes deviennent intenables. Et donc, dans la mesure où les parents, ben, incarnent bien la loi, sont eux en capacité de se cadrer et de cadrer l'enfant, il n'y a rien à voir avec l'autoritarisme, de la brutalité ou de la dictature, hein. C'est un être souple et ferme, une manière d'être en relation respectueuse de soi et de l'autre, qui fait que l'autorité est là et en place naturellement, et l'enfant apprend de fait à sentir les limites, hein, apprend le fait à devenir responsable, hein, de respecter le cadre ou de ne pas le respecter. Mais s'il est bien accompagné, ben, il va avoir la conscience des conséquences, des implications s'il ne tient pas compte du cadre, s'il ne le respecte pas. Et puis petit à petit, de lui-même, il évalue ce qui est préférable pour lui, ce qui est préférable pour son environnement. Et en responsabilité, il évolue vers quelque chose où, à la fois, il incarne petit à petit la loi en lui-même, il l'intègre, et à la fois il développe de la liberté intérieure par rapport à ça, une capacité à mieux se respecter, à mieux respecter l'autre, donc respecter le cadre où il se trouve. Alors, évidemment, pour ceux qui peut-être nous écoutent, où c'est qu'on peut rencontrer, ou à quel endroit faut-il aller pour trouver des personnes qui peuvent peut-être apporter cette information ou ce cadre? Euh, Si, par exemple, un parent est isolé, qu'il a des problèmes avec son enfant, ou en tout cas qu'il cherche des solutions, de ton point de vue, quel est le premier endroit où il peut aller chercher sur Internet? Il tape thérapeute, comment ça se passe? Bien sûr, le thérapeute, une thérapie de préférence active, comme la gestalt thérapie par exemple, est très appréciable. S'il peut, c'est se renseigner auprès de gens qu'il connaît ou du médecin ou s'il a connaissance. Et ensuite, de préférence, il vaut mieux voir un, deux, trois thérapeutes rapidement, faire l'essai et sentir celui ou celle qui lui semblera le mieux lui convenir. Alors, ce qu'on peut dire aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que très souvent, on va chercher des réponses, on va chercher des solutions immédiates, alors qu'il y a en amont, effectivement, un travail que propose la Gestalt, qui est vraiment d'aller identifier des scénarios anciens et qui vont permettre effectivement de fermer ou de fermer les boucles et peut-être de reconstruire quelque chose. Et ça, c'est très important, ce terrain, d'aller justement comprendre quelles sont les bases de ça. Combien de fois il m'est arrivé d'accompagner des parents qui avaient tout lu, qui savaient tout parfaitement de qu'est-ce qu'il est bon de faire pour être parent, accompagner l'enfant, etc. Et puis se retrouvent vraiment en grosse difficulté. Alors c'est pas le tout de savoir intellectuellement tout ce qui est bon de faire même des stages pour cela. Il y a vraiment un travail en soi, sur soi, de sentir ses manques
à soi, sentir en soi qu'est-ce qui n'est pas réglé, pour pouvoir être en mesure vraiment d'être authentiquement ajusté face à son enfant, avec son enfant, et évoluer avec lui en lui permettant de se respecter, d'être respecté en tant que parent et d'apprendre à l'enfant à se respecter lui-même et à respecter son parent, ses parents. Et c'est vrai que c'est une tâche qui n'est pas évidente. C'est une vraie école. Et les enfants sont vraiment un miroir extraordinaire pour les parents. Hein. Déjà, moi en tant que parent, j'ai beaucoup appris en toute humilité, hein, face à mon enfant et face aux enfants que j'ai pu accompagner. Ils sont un miroir extraordinaire. Évidemment, là-dedans, on va relever tous les secrets des non-dits qui ont été déjà dans la vie du parent et qui probablement sont reproduits dans l'enfance. Donc c'est vraiment à la fois un travail sur l'individuel au niveau parental et puis sur la relation à l'autre. Alors, si on est dans la vision systémique, hein, le trouble chez l'enfant peut être considéré comme un symptôme de manque, de dysfonctionnement au niveau du système global familial, c'est-à-dire des parents. Et là, la problématique peut concerner chacun, elle peut aussi être à un niveau transgénérationnel, familial. Hein, inconsciemment, nous pouvons nous retrouver à rejouer des scénarios qui étaient déjà en jeu dans une génération précédente. Ça, en thérapie familiale, j'ai eu maintes fois l'occasion de le constater. Donc là, il s'agit de se retrouver dans les espaces appropriés pour pouvoir mettre à jour cela et permettre de passer à un autre mode de communication. Et les choses aujourd'hui se compliquent puisque l'enfant n'a plus seulement ses parents, mais il a dans l'environnement, notamment dans les médias, Internet, il a une foultitude d'informations qui sont là, qui viennent interférer dans la construction de la réalité, dans l'interaction avec les parents. Donc pour moi, il y a cette dimension de la réalité du monde d'aujourd'hui qui est à prendre en compte. Les parents aujourd'hui, il n'y a plus seulement le système familial en tant que tel, mais il y a tout l'environnement social et socio-médiatique qui influe aussi. Oui, puis on le voit beaucoup de plus en plus chez les jeunes. Par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que le portable, enfin toutes ces choses qu'on n'avait pas avant, génèrent même des choses dans la posture. On voit tous les jeunes qui sont complètement refermés sur eux, avec presque des scolioses, enfin bon, en tout cas des déséquilibres sur le plan physique, sur le plan mental, et puis bien sûr sur le plan émotionnel, relationnel. Toi, tu abordes également le corps, hein. Moi je viens des arts martiaux, toi tu as aussi un grand parcours là-dedans. Quelle relation on peut faire entre la partie mentale, émotionnelle et physique? Bon, déjà dans ce que tu viens d'évoquer, nous sommes dans une société de connectés. On est connecté, on est connecté à quoi? Ça c'est la grande question. Je dirais que du coup nous sommes très souvent déconnectés et à nous-mêmes et à nos proches. Hein, combien de fois en ville, sur une terrasse de café ou dans le métro, mes yeux rencontrent des groupes de gens tous connectés, quoi. Ils sont tous sur leur smartphone et il n'y a aucune relation qui existe entre eux. Et nous allons le retrouver aussi dans la famille. Donc il y a cette invasion avec ce double côté, hein, à la fois formidable de cette évolution de la technologie, et en même temps l'ombre et le travers, c'est que en termes de communication, nous nous retrouvons dans une carence extraordinaire et qui va alimenter des troubles en termes de fonctionnement familial par exemple. D'où là la nécessité pour le parent d'être en capacité de vraiment bien cadrer. Alors, il y a une éducation à la présence au corps, bien sûr. Ça s'est établi aujourd'hui, hein, cette manipulation des souris, le regard centré sur les smartphones entraîne au niveau neurophysiologique, psychophysiologique, des effets qui sont délétères. Et donc il y a toute une éducation qui devrait être mise en place
en lien avec la technologie. Hein. Nous connecter, c'est bien, mais travailler, s'éduquer à être d'abord connecté avec soi, avec l'autre, c'est mieux pour pouvoir être mieux connecté avec la technologie. Là, le travail est énorme. Vous voyez, il y a vraiment des tas de questions auxquelles on pourrait approfondir. Moi, j'aime bien cette idée de voir à quoi on est le plus connecté. Est-ce qu'on est le plus connecté à des choses qui nous passionnent autour de ce que nous portons, nos portables et toute l'informatique autour? Est-ce qu'on est connecté à l'écoute et à la présence des personnes qui nous entourent? Et puis, est-ce qu'à l'intérieur de tout ça, on peut être dans l'interconnexion? Et puis, bien sûr, aussi connecté à la nature, c'est important. Parce que la nature nous rappelle que eh bien, sans elle, nous ne pourrions vivre, nous pourrions respirer. Alors Karim, merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Juste sur ton organisation, toi tu as un groupe qui s'appelle LiveGap. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur cette organisation? Oui, l'IFGAP est l'Institut de formation en Gestalt et accompagnement professionnel. En fait, comme tu as pu le sentir à travers nos échanges, c'est une approche qui est plutôt Gestalt et biosystémique. Et au sein de cet institut sont proposées des formations dans une approche globale, hein, de l'humain et du collectif. Une formation donc au coaching, à la thérapie, à l'art-thérapie, aux pratiques de bien-être et de santé. Est-ce que là on touche plutôt des publics qui demain recherchent des outils ou est-ce que tu as aussi des personnes qui viennent pour eux-mêmes simplement? Alors là, on n'a pas le temps de le développer, mais au sein de l'IFGAP, c'est une approche, semble-t-il, novatrice qui est développée en termes de relations, de gestion de la relation, en termes de gestion du corps. L'esprit de l'IFGAP, c'est l'esprit des médecins aux pieds nus. Hein. Ça veut dire que toute personne, où qu'elle soit dans son évolution, dans la mesure où il y a la motivation, il y a la possibilité de cheminer, d'apprendre et de devenir professionnel dans une de ces disciplines. Et puis la particularité de l'IFGAP, c'est que nombre de professionnels, que ce soit dans le champ de la thérapie ou dans le champ du coaching, sont des gens déjà professionnels et viennent profiter de cet enseignement particulier que nous proposons. Alors, on va le voir apparaître sous l'image, mais est-ce que tu veux nous dire un petit peu ton adresse et là où on peut te rencontrer, ton site internet peut-être? Écoute, aujourd'hui c'est le web, donc le site c'est www.ifgap.net, donc ifgap.net. À partir de là, les contacts sont possibles, il y a les téléphones, il y a le mail. Donc voilà, si vous voulez rencontrer Karim, en tout cas savoir un peu plus ce qu'il propose, je vous invite à aller donc sur le site, vous allez le voir évidemment encore dessous. Karim, merci pour m'avoir permis d'éclairer un peu plus les personnes qui nous écoutent sur ce type de questions, en tout cas de nous avoir partagé ton expérience. Je rappelle que si vous voulez le rencontrer, vous pouvez le faire. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses par la suite. En tout cas, merci de tout ce que tu as apporté. Est-ce que tu voudrais dire une dernière chose? Simplement indiquer qu'il y a un livre qui sort ce printemps que je viens d'écrire, dont le titre est Bien se réveiller chaque matin. Donc bien se réveiller chaque matin, le moment décisif pour équilibrer ses biorhythmes. Voilà, c'est un livre qui sort aux éditions Guy Trédaniel. C'est un livre à la fois, la méthode est inédite pour un sujet qui est à la fois banal et important pour chacun de nous. C'est ce moment où nous sortons du sommeil, cet espace entre le moment où nous sortons du sommeil et nous allons sortir du lit, nous mettons les pieds par terre pour entrer dans la nouvelle journée. Donc c'est une méthode qui nous amène à réinvestir cet endroit, ce passage où il y a des informations très précieuses concernant notre mieux-être, notre santé. Alors voilà, des questions qui sont vraiment très intéressantes. Je crois d'ailleurs que tu as une page Facebook où tu as mis pas mal de messages sur l'espace du réveil du matin. Oui, il y a une page Facebook qui s'appelle Bien se réveiller chaque matin, mais bon, c'est vrai que si
Si on tape Karim Regad sur le web, on a accès à plein d'informations aussi. Voilà, donc si vous voulez profiter de son dernier ouvrage, il en a fait d'autres auparavant, vous le découvrirez sur son site. Merci Karim. Merci Pierre. Et puis à très bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo, vous allez voir, avec une nouvelle personne, ça va être juste formidable. À très vite, merci.